Bienvenue en ce vendredi, nous retrouvons le plateau de Plus d'Actu, l'émission qui prend le temps de poser des questions et d'écouter les réponses. Une semaine à nouveau marquée par beaucoup de questions. Au cœur de celle-ci, y a-t-il encore de l'argent en Fédération Wallonie-Bruxelles pour mener des politiques importantes en matière d'éducation, de culture ou de petite enfance ? La ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles a répondu à des questions au Parlement et elle vient le faire ici en ce vendredi. On accueille Elisabeth de Gries, désengagée. Bonjour Elisabeth de Gries, ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles en charge du budget. Vous avez été interpellée au Parlement, mais de toute façon l'actualité est là aussi. Il y a eu grève d'une partie des fonctionnaires, il y a eu manifestation du non-marchand, on annonce une action des enseignants. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une colère quelque part qui traverse plein de secteurs qui dépendent en partie ou totalement de la Fédération ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment notre responsabilité d'entendre, de comprendre, d'accueillir cette colère et de rester dans la concertation, puisque ça a toujours été ma manière de vouloir mener la fédération dans les années qui viennent. Et donc, oui, évidemment, je peux comprendre. J'invite tout le monde à bien écouter les messages que nous délivrons, à participer aux concertations pour essayer de construire ensemble un meilleur avenir pour les travailleurs et puis pour la fédération aussi. Mais vous qui avez le nez dans les budgets depuis que vous êtes devenu ministre, est-ce que vous avez été surprise par l'étendue des déficits, de la dette ? On avait quand même communiqué plusieurs fois dessus sous la législature dernière. C'est la faute aux autres partis. Le vôtre était dans l'opposition sous la dernière législature. Voilà, parlez-nous de l'état des finances aujourd'hui en fédération. Alors ce qui est très difficile en fédération Wallonie-Bruxelles et ce qui est parfois mal connu ou mal compris, c'est que la fédération n'a pas la capacité de lever des recettes propres. Je m'explique, quand on a un problème budgétaire, on peut travailler sur deux choses. Soit diminuer les dépenses, soit augmenter les recettes. Par exemple, en augmentant les taxes ou en augmentant les impôts. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on ne sait pas faire ça puisqu'on n'a pas de pouvoir fiscal. On dépend d'une dotation qui vient du fédéral dans le cadre de l'accord de la réforme de l'État. Et donc, nous recevons ce montant. Et le seul endroit sur lequel on peut jouer pour faire face au déficit, qui est important, vous l'avez dit, ce sont les dépenses. Donc c'est déjà une situation qui est particulière parce qu'elle est différente des autres entités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, la trajectoire, comme on dit, donc si on regarde à plusieurs années, la trajectoire, sans rien changer en Fédération Wallonie-Bruxelles, elle continue à creuser le déficit. Et ça, nous pensons que ce n'est pas ce que nous devons faire, parce que si nous laissons la trajectoire creuser le déficit, un jour ou l'autre, on sera rappelé à l'ordre par l'Europe. Et donc notre volonté, c'est de stabiliser cette trajectoire et de limiter le déficit. On ne va pas savoir combler le déficit en une fois, parce que je viens de vous l'expliquer, on n'a pas de recettes et les politiques sont essentielles en Fédération Wallonie-Bruxelles, l'enseignement, les crèches, l'aide à la jeunesse. Ce sont des domaines dans lesquels on n'est pas en train de crouler sous l'argent. Mais non, évidemment. Comment on va faire pour faire des économies là-dedans ? Donc notre volonté, c'est précisément de ne pas faire des économies dans ces politiques, mais de faire des économies sur les structures. Et donc le budget que nous venons de déposer au Parlement, qui sera travaillé dans une dizaine de jours avec les députés au sein du Parlement, le budget que nous déposons, c'est précisément préserver ces politiques essentielles pour chacun et travailler à des diminutions sur les structures. Alors on va essayer de passer en revue secteur par secteur, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans ces secteurs et qui nous regardent. Vous avez dit cette semaine sur l'RTBF que vous vouliez des administrations, je cite, plus dynamiques et plus souples. C'est le statut de fonctionnaire qui est appelé à disparaître. Ce statut rend nos administrations trop lourdes ? Alors, nous pensons d'abord que la qualité d'une administration, ce n'est pas, ou la qualité d'un travailleur, ce n'est pas d'être statutaire. Ce n'est pas parce qu'il est statutaire qu'il est efficace ou qu'il travaille bien. Nous, ce qu'on veut, c'est que chacun ait du sens dans son travail. Et effectivement, nous avons choisi avec mon partenaire, dans le cadre de notre déclaration de politique communautaire, de mettre fin à la statutarisation, parce que nous avons vraiment la conviction que ça fige l'administration. Et parfois, le but de certains, ce n'est que d'obtenir un statut, alors que nous, on souhaiterait de la souplesse, on souhaiterait que chacun travaille avec du sens à ce qu'il fait. Et on est vraiment convaincu qu'on doit redynamiser nos administrations. C'est un vrai choix politique. Un fonctionnaire, une fois qu'il a le statut de fonctionnaire, est moins souple qu'un employé. Mais on le constate dans certains services, on sait bien. Et donc notre volonté, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait de la souplesse, qu'on puisse changer d'administration plus facilement. Quand on est statutaire, on a parfois du mal à quitter son boulot. Or, quand on n'est pas statutaire et qu'on a un CDI, on peut plus facilement gérer sa carrière aussi, se dynamiser, avoir envie d'aller voir un peu ce qui se passe en région wallonne ou pourquoi pas dans le secteur associatif. Donc c'est aussi redonner de l'air, permettre à des gens d'arriver dans l'administration avec d'autres expériences, d'en sortir, mais surtout... C'est pas aussi un moyen de pouvoir leur mettre plus de pression, plus de rentabilité, plus de présence Absolument pas.
Par contre, surtout, ne faisons pas croire que le CDI est un mauvais contrat. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des contrats à durée indéterminée, qui sont des contrats qui protègent aussi les travailleurs. Est-ce que le statut de fonctionnaire ne donne pas aussi une forme de protection par rapport aux pressions du monde politique, par rapport au monde extérieur? Il y a de ça aussi dans le statut de fonctionnaire. C'est l'historique de l'explication du statut. Mais aujourd'hui, ceux qui gèrent les travailleurs, ce ne sont pas les politiques, ce sont les directeurs adjoints qui, régulièrement dans l'administration, ont des mandats, c'est-à-dire des contrats avec le politique. Donc le fonctionnaire qui est statutaire, il n'est pas en contact direct avec le politique. Donc, ce n'est pas ça qui le protège aujourd'hui, c'est sa hiérarchie qui est en contact avec nous et qui travaille au travers de contrats d'administration, par exemple, au cadre dans lequel on veut, dans les 5 ans qui viennent, que l'administration puisse se déployer. Alors, un autre point sur lequel vous avez été interpellé au Parlement, 6,5 millions d'euros dans les secteurs des hautes écoles et des universités. Et pour que les gens comprennent bien, c'est une intervention de la Fédération quand elle accueille des étudiants qui viennent de pays étrangers hors Union européenne. C'est quand même pas rien, 6,5 millions d'euros. Elles vont faire comment, les universités, les hautes écoles, sans cet argent? Alors c'est compliqué à expliquer, mais quand des étudiants hors Union européenne viennent étudier chez nous, effectivement, ils payent un Minerval qui est spécifique, que nous avons choisi d'augmenter. Dès lors, la haute école ou l'université va recevoir plus via ce Minerval. Et donc nous retenons à la source, effectivement, 6,5 millions au total sur les 3 types d'enseignement supérieur, université, haute école et école supérieure des arts. Mais prenons un exemple très concret. Une haute école qui aurait, par exemple, aujourd'hui 2 ou 3 étudiants qui viennent hors Union européenne, recevra 3 fois 4 175 €, soit plus que ce que nous retenons à la source dans son financement, qui, pour la haute école à laquelle je pense, tourne autour de 8 000 €. Et donc, il y a vraiment une balance en fait positive pour les hautes écoles et les établissements d'enseignement supérieur, si pas cette année-ci, dans les années à venir. Et donc, nous sommes vraiment convaincus que nous avons fait le bon choix. Par ailleurs, est-ce que c'est juste? Ce montant était égal à ce montant-là il y a déjà quelques années. Donc le précédent gouvernement avait diminué cette contribution. Nous la remettons à son niveau d'il y a quelques années. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on n'est pas en train de pénaliser les plus pauvres, les étudiants? Ce n'est pas les plus pauvres. Donc il y a des listes d'exemptions qui existent aujourd'hui. Quand on vient de certains pays qui sont des pays en voie de développement ou dits plus pauvres, on est exempté. Ces exemptions, elles restent. Quand on est étudiant boursier, on est exempté. Donc on ne touche pas à tout le cadre qui protège précisément les étudiants les plus pauvres. Par contre, il faut aussi entendre que dans certains pays, le coût de notre enseignement parfois interpelle, en disant tiens, ça coûte quand même pas très cher d'aller étudier là, est-ce que la qualité est vraiment bonne? Et donc pour les étudiants hors Union européenne et qui ne sont pas sur ces listes, effectivement, le coût va augmenter. On évaluera la mesure, comme toutes les mesures. Régulièrement, dans notre DPC, on a dit qu'on évaluerait, donc on évaluera la mesure. Mais effectivement, c'est la mesure que nous avons prise. Je voudrais juste préciser que les enveloppes de financement des hautes écoles, des universités, des écoles supérieures des arts sont indexées conformément à la réglementation. Donc on n'a pas fait de coupe dans le budget global. C'est de manière très spécifique que nous retenons à la source quelque chose qui va de toute façon arriver dans les hautes écoles. Je voudrais quand même revenir sur une chose que vous avez dite ici et au Parlement. Nos études pas chères ici, ça nuit à leur image à l'étranger. Ça vient d'où ça? Vous avez sondé d'autres étudiants pour ça vient du faire ce constat? vécu. Discutez-en avec des acteurs du monde académique. Ça vient du vécu et des échanges que certains peuvent avoir avec leurs collègues à l'étranger. Mais il y a aussi une étude de l'Université du Luxembourg où un professeur a analysé ces questions et il y a des liens qui peuvent être tirés. Alors, ce n'est pas des liens uniques, donc il n'y a pas que ça, mais ça joue quand même dans la perception de la qualité de l'enseignement. Donc, ça fait partie des éléments qui nous ont amenés à réfléchir à cette mesure. C'est quand même un constat interpellant. On est quand même plutôt fiers de notre enseignement accessible. On parlait même d'enseignement gratuit, en tout cas pour l'enseignement obligatoire. On doit prendre une autre trajectoire, si je vous non, entends pas bien? du tout, mais ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça le message. Je pense que de manière très spécifique, et c'est la mesure que nous avons prise, pour les étudiants hors Union, augmenter le Minerval, ce n'est pas un problème et ça pourrait contribuer à la réputation de notre enseignement. Je pense que c'est juste ça qu'il faut comprendre, pas plus. Il ne faut pas en tirer des conclusions pour le reste de notre enseignement. L'accessibilité de l'enseignement supérieur est essentielle. Le fait que notre enseignement supérieur soit très ouvert et que beaucoup de personnes y aient accès, puisqu'on a très peu d'examens d'entrée, sauf dans certaines filières, ce sont des choses essentielles que nous défendons, que nous continuerons à défendre. Alors, dans les acquis de votre parti, est-ce que vous appelez un équilibrage en matière de financement de l'enseignement obligatoire? Alors, expliquez ça. Vous avez rééquilibré les écoles publiques, vont recevoir moins d'argent et il va y avoir plus d'argent pour les écoles du libre?
Alors, c'est pas du tout une opposition. C'est pas une opposition entre le public et le libre. C'est une opposition ou une différence plutôt entre l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour ceux qui s'y connaissent, c'est WBE, donc Wallonie-Bruxelles Enseignement, qui couvre 15% des élèves, et l'enseignement subventionné, qu'il soit libre ou qu'il soit officiel. Aujourd'hui, le financement, si on le regarde par rapport à chaque élève, on va dire, la dotation, c'est une dotation qui est donnée à l'enseignement organisé, est à 100 et la subvention pour l'enseignement subventionné est à 75. Donc il y a un différentiel de 25 points. Notre volonté, c'est de diminuer l'augmentation de 1% dans les 10 ans qui viennent de cette dotation et d'augmenter la subvention de 1,7% pour petit à petit arriver à une différence qui soit de 100 à 92. Ce qui est en fait la différence en Flandre, puisque les 8% restants, c'est la question des infrastructures et de la gestion des infrastructures. Et donc oui, c'est une vraie victoire pour les engagés, c'est un combat que les centristes mènent depuis des années, et nous l'avons fait pour les 10 ans à venir, et donc dans 10 ans, un élève sera égal à un élève, peu importe qu'il soit dans l'enseignement organisé ou subventionné. Mais les défenseurs de l'enseignement public vous répondront que vous allez financer des élèves qui sont dans des écoles qui sont une propriété privée, ce n'est pas un enseignement privé, mais voilà, c'est le pouvoir organisateur qui est propriétaire du bâtiment, c'est un gros poste évidemment, alors que les autres écoles appartiennent à l'État. Et donc là, il y a quand même une différence, on rejoue sur ces oppositions de réseau quelque part. Non, je ne pense pas. Je pense que ce n'est vraiment pas la bonne lecture. D'abord, la différence qui va rester de 8%, c'est précisément pour la question des infrastructures et des bâtiments. Donc c'est bien pour ça. Qui reste un énorme enjeu, et quels que soient les types de réseaux, voilà. Et les enjeux sont aussi la durabilité, l'efficacité énergétique des bâtiments, la qualité du bâti. Donc ça, c'est vraiment... Et ce sont des autres enjeux, comme vous dites, qui sont transversaux, peu importe le réseau. Ici, c'est vraiment une question de subventionnement de l'enseignement. Et je rappelle, ce n'est pas le libre contre l'organisé, puisqu'il y a aussi l'officiel subventionné, c'est-à-dire que ça va soutenir aussi les communes, ça va soutenir aussi les provinces qui organisent de l'enseignement. C'est vraiment une vision juste de l'utilisation des moyens publics. Et pour faire ce travail sur 10 ans, la Fédération devra par ailleurs investir 44 millions. Donc ce n'est pas que faire passer d'un pot à l'autre, ce n'est pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est vraiment investir aussi au départ de la Fédération pour que dans 10 ans, ce gap soit comblé. Et pour ça, on trouve l'argent alors que dans d'autres secteurs, on doit serrer les robinets, voire les couper. Alors, je redis, on n'a pas pris de décision budgétaire sur des politiques essentielles en matière de fédération. Ici, on investit 44 millions sur 10 ans, donc sur un budget de 14 milliards à la grosse louche, c'est tout à fait gérable. C'est un vrai choix politique, comme nous avons fait le choix d'investir aussi, par exemple, en matière de crèches, puisqu'en matière de petite enfance, nous souhaitons soutenir les crèches dites privées, qui sont reconnues par l'ONE, mais pas subventionnées, en soutenant par un montant de 200 € par enfant. Pourquoi ? Parce que si une crèche privée ferme, on perd des places d'accueil. Or, on sait que les places d'accueil, c'est un élément essentiel de la politique de la petite enfance. Et donc, plutôt que de créer des places subventionnées et de voir des places d'accueil libres qui se ferment, on voudrait vraiment faire en sorte que les places d'accueil, en ce compris privées, puissent subsister pour pouvoir répondre aux besoins des parents. Vous dites que l'ONE va pouvoir poursuivre ces politiques, mais de nouveau, on est dans le nerf de la guerre. À un moment donné, il faut payer les puéricultrices, il faut payer les équipements, et on sait qu'à Bruxelles, on va expliquer, c'est dans les quartiers les plus densément peuplés, on va dire qu'on manque le plus de crèches, même si on en manque aussi. On a sur BX1 traité Oderghem où une crèche en tout cas a dû fermer. Là-dessus, il y a quand même quelque chose que vous pouvez laisser espérer dans les années à venir. Bien sûr, mais donc, pour parler de l'ONE par exemple, nous n'avons pas fait de diminution budgétaire dans les politiques menées par l'ONE. Nous avons demandé à l'ONE un effort sur son fonctionnement, on va dire ça comme ça, mais sur les politiques, donc par exemple la réforme des milieux d'accueil qui a été entamée il y a quelques années, qui permet justement de déployer des crèches, de reconnaître certains postes. Vous évoquez la difficulté de rémunérer les puéricultrices, il y a toute la question des directions dans les crèches qui est essentielle. Cette réforme MILAC qui prévoyait de nouveau sur un temps long une réforme du cadre pour que les crèches puissent se déployer, on la maintient évidemment et on y maintient les moyens nécessaires. En plus de ça, on rajoute pour les crèches privées un soutien pour éviter qu'elles ferment. C'est une politique essentielle. Madame Lescrenier, ma collègue, s'en occupe vraiment avec beaucoup de conviction et c'est une de ses grandes préoccupations justement de créer des crèches et de créer le nombre de places nécessaires et suffisants, particulièrement dans les quartiers populaires que vous avez évoqués. Pourquoi ? Pour que les parents puissent aussi aller travailler, pour que les parents puissent se former et qu'ils ne soient pas obligés d'assumer eux-mêmes la garde de leur enfant. Ce sont des politiques auxquelles on n'a pas touché, je le rappelle, dans le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Qui seront d'ailleurs encore menables dans les années à venir, vu la hausse du déficit ? C'est bien notre volonté, donc c'est vraiment tout l'enjeu. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons travaillé la trajectoire
en collaboration avec la région wallonne, puisque quand on met les deux trajectoires ensemble, alors l'équilibre se fait de manière plus claire, puisque la région wallonne a une trajectoire qui l'amène à l'équilibre dans 5 ans. En travaillant avec nous, ils nous soutiennent en fait dans les efforts que nous devons faire. On reviendra brièvement sur les questions de budget, parce qu'on va parler d'autres niveaux de pouvoir. Hein. Vous avez été élu au fédéral, mais il y a quand même dans vos compétences quelque chose qui a fait l'actualité. C'est cette étude BIEV réalisée par l'Université de Liège. Alors je vous donne le chiffre, vous le connaissez, hein, mais je le redis pour les téléspectateurs. 56% des personnes dans l'enseignement supérieur disent avoir subi du harcèlement moral et même près de 30% des violences sexistes ou sexuelles. Est-ce qu'on a aujourd'hui dans nos hautes écoles, sur nos campus universitaires, que ce soit dans les auditoires ou dans les lieux de fête, un problème de harcèlement? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose à l'échelle de la fédération? Donc, à votre première question, oui, nous avons, et nous le savons, cette étude objective et est le levier pour pouvoir répondre à ces enjeux. Oui, nous avons aujourd'hui dans nos hautes écoles des problèmes de harcèlement moral et sexuel, de violence sexiste et sexuelle, et c'est inacceptable. Et donc c'est vraiment une des priorités que je me suis fixée pour les 5 ans qui viennent. Ça existe dans toute une série de secteurs de la société et on le sait, c'est vraiment problématique. Et donc notre volonté, c'est de s'y attaquer en collaboration avec le secteur. Alors, quand on regarde le détail, hein, on voit que les professeurs de hautes écoles, d'universités ne sont pas exempts et ce sont parfois eux les harceleurs moraux ou on peut dire sexuels, ne fût-ce que sous forme de réflexion auprès de leurs étudiants ou de leurs étudiantes. Là-dessus, comment on peut réagir quand on est étudiant et qu'on se sent harcelé, maltraité par quelqu'un du corps professoral ? Alors, je ne voudrais pas laisser croire qu'il ne s'est rien passé jusque maintenant, puisque les hautes écoles et les universités ont déjà réagi ces dernières années. Mais c'est quand même particulièrement délicat. Il existe. Mettons-nous à la place d'une étudiante qui vient à un examen oral, le professeur lui fait des remarques sur son décolleté, sur la longueur de sa jupe. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette étudiante ? Donc il existe, dans l'ensemble des structures d'enseignement supérieur, des lieux pour aller déposer les situations que vous évoquez, qui sont inacceptables. Et qui sont inacceptables, vous l'avez évoqué, mais je voudrais le redire, dans tous les sens. C'est-à-dire, on constate énormément entre étudiants, mais il y a aussi entre enseignants et étudiants, les doctorants, qui sont dans des statuts très particuliers, entre étudiants-chercheurs et en même temps membres du personnel, sont aussi vraiment un public très spécifique dans l'enquête Behaves. Et donc, il faut agir à tous les niveaux. Le personnel est protégé par la loi bien-être. Au niveau du fédéral, il y a une loi bien-être qui existe avec des situations de harcèlement qui sont décrites et qui sont punissables. Pour les étudiants, il n'y a pas de cadre réglementaire qui les protège aujourd'hui. Ça fera sans doute partie des recommandations que nous mettrons en œuvre. Mais il existe dans les hautes écoles, dans les universités, des lieux pour aller déposer ce qui se passe, une situation. D'ailleurs, certaines universités l'avaient au début mis dans les bâtiments administratifs, se sont rendus compte que ça n'allait pas parce que ça n'incitait pas les étudiants à y aller. Et donc, ont sorti ces lieux d'écoute des bâtiments administratifs. Il y a des hautes écoles qui ont travaillé ensemble, par exemple dans le secteur des arts, ils ont mis en place ce qu'on appelle CVESA, donc c'est un petit jeu de mots sur des écoles supérieures des arts sécures, qui permet aussi aux étudiants de les contacter pour déposer des situations. Donc il se passe des choses sur le terrain. Notre volonté, c'est d'en faire plus et de travailler aux recommandations de cette étude avec le secteur pour mettre en place, et je me suis avancé au Parlement, donc je peux le redire, il n'y a pas de souci, d'ici à mars 2025, un vrai plan d'action clair avec des actions précises, et si elles nécessitent des moyens, je discuterai avec mon partenaire pour obtenir les moyens nécessaires pour mener à bien ces politiques. On imagine que dans les violences sexuelles, dans les humiliations, il y a aussi les lieux de fête, la guindaille. Il y a eu une forme de moralisation. Les universités ont pris le dossier à bras-le-corps. Est-ce qu'on est allé assez loin ou est-ce que vous pensez qu'il va falloir encore se mêler de ça à l'échelle politique ? Mais je pense que de manière générale, notre rôle de politique, dans l'ensemble des secteurs de la société, ça va être d'aller plus loin. Parce qu'on constate évidemment encore aujourd'hui beaucoup trop d'actes inacceptables. On peut prendre très simplement les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve qui se sont déroulées il y a un mois. Au lendemain, il y a eu de nouveau énormément de témoignages de viols, de tentatives de viol, d'harcèlement. C'est absolument pas acceptable. Donc oui, on doit rester vigilant. Ça, c'est vraiment notre rôle. Femme politique, comme ministre de l'enseignement supérieur, vous faites quoi ? Vous appelez les universités, vous leur dites on doit aller plus loin, ou vous pouvez poser un acte ? Donc, c'est très clair. Moi, j'ai demandé à l'administration d'organiser des groupes de travail entre janvier et mars avec les acteurs de terrain qui vont pouvoir nous dire ce qui est déjà fait, ce qui manque, parce qu'ils constatent aussi eux-mêmes les manquements sur le terrain. Et puis, nous ferons ensemble des recommandations d'ici à mars 2025. Et donc, on prendra des mesures claires, bien sûr. S'il faut légiférer,
on fera un décret qui permettra de cadrer. S'il faut mettre en place au sein des universités des points de contact plus précis, plus visibles, s'il faut des campagnes de communication. Vous avez l'impression que tout le monde joue le jeu ou bien on met en place des choses mais on veut continuer le business as usual? Non, ça je ne peux pas dire. J'ai vraiment l'impression que tout le monde... Enfin, je suis convaincu, ce n'est pas une impression, je suis convaincu que tout le monde joue le jeu. Je suis convaincu que c'est une vraie préoccupation des rectrices, des recteurs, des directeurs-présidents dans les hautes écoles. Vraiment, c'est une vraie préoccupation. Et des étudiants aussi. Les étudiants sont très préoccupés et ils ont raison. Donc c'est vraiment un problème dont tout le monde se saisit et nous allons faire en sorte dans les années qui viennent de vraiment pouvoir proposer des réponses et des pistes concrètes. On avance dans cette interview, Elisabeth de Gries. Des exercices, ce sont les questions du public. Elles nous ont été posées via Facebook. Je me tourne vers la régie. On peut regarder peut-être la première d'entre elles. C'est Olivier qui nous dit pourquoi ne pas envisager la fusion de la communauté française avec la région, comme c'est le cas en Flandre, demande-t-il. Voyez-vous à moyen terme des domaines éligibles à refédéraliser comme le domaine de la santé? Et Olivier précisait dans sa question que vous connaissez bien ce domaine. On rappelle que vous avez dirigé les mutualités chrétiennes. Même thématique, question posée par Paul, et c'est la deuxième question. Il n'y va pas par quatre chemins, lui dit pourquoi pas un ministre de l'efficacité gouvernementale comme Elon Musk va le devenir aux États-Unis. Elisabeth de Gries, ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a moyen de fusionner pour avoir plus d'efficacité? Vous avez dit que vous vouliez des administrations plus souples, plus efficaces? Alors, j'aime bien la question d'Olivier. C'est une vraie question qu'on peut se poser, effectivement. Notre paysage politique belge aujourd'hui est très différent en Flandre et avec la région wallonne, la région bruxelloise et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Aujourd'hui, je pense que la fusion, elle n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas notre point de vue, à nous les engagés, mais ce n'est pas non plus le choix de mon gouvernement dans la déclaration de politique communautaire. Par contre, on a fait des choix dans la déclaration de politique communautaire de transfert de compétences pour rendre les choses plus efficaces. Lesquelles? Et donc, par exemple, le sport est en Fédération Wallonie-Bruxelles, les infrastructures sportives sont à la région. La petite enfance est en Fédération Wallonie-Bruxelles, les infrastructures petite enfance sont en région wallonne. Ce sont deux exemples précis de la déclaration de politique communautaire où nous pensons qu'il serait utile et plus efficace de rapatrier les infrastructures avec les politiques au sein de la fédération. Et donc, des dossiers sur lesquels mes collègues travaillent pour préparer ce transfert de compétences, parce que nous pensons vraiment que viser l'efficacité, c'est ça que ça veut dire, c'est voir dans ce découpage comment est-ce qu'on peut être plus efficace. Alors, il y avait la question de la refédéralisation et notamment du domaine de la santé. Ça vient souvent, ce serait une vraie négociation communautaire. Le cas échéant, vous seriez appelé. Donc si je me réfère au programme de mon mouvement, Les Engagés, nous avions souhaité la refédéralisation, par exemple, entre autres, de la prévention. Puisque la prévention, qui est aujourd'hui un enjeu essentiel en matière de santé, est divisée sur les entités. Mais donc, je pense que ce sont des discussions qui doivent se faire d'abord avec tout le monde autour de la table. Or, il nous manque 2 gouvernements à l'heure actuelle. 2, pour l'avoir vécu, et je l'ai toujours dit en ces termes, des grandes réformes de l'État, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça coûte beaucoup de moyens. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Mais si on peut, en matière de santé, rendre les choses plus efficaces, évidemment, nous serons partenaires de cette efficacité. Alors, il nous reste 1 minute. Vous avez le temps de répondre à Paul, qui demandait pourquoi pas un ministre de l'efficacité. Est-ce que ça vous inspire, cette idée, en tout cas, d'un entrepreneur qui viendrait donner ses conseils directement au cœur du gouvernement? Est-ce que c'est des choses auxquelles on doit se préparer? Ce qui est sûr, c'est qu'on a la simplification administrative comme priorité. Et donc, la simplification administrative, elle concerne aussi... elle a de l'impact aussi sur les cabinets, puisque la mise en œuvre des décrets, les documents qui sont demandés, ça concerne aussi les cabinets et le gouvernement. Et donc, de facto, oui, on va faire en sorte de simplifier les choses et dès lors de les rendre plus efficaces. Merci Elisabeth de Gries d'être venue répondre à ces questions et à celles du public. Le journal ce soir à 18h vous sera présenté par Jim Moscovitch. On se retrouve la semaine prochaine. Beaucoup de questions avec un autre invité, évidemment.